Qu'en est-il aujourd'hui de l'environnement aquatique? La moitié des cours d'eau en France seraient dégradés en raison des pollutions. Plus que d'autres, le pêcheur sait que l'eau des rivières n'aurait plus de douce que le nom. C'est un voyage qui démarre. Nous traversons de larges fleuves aux eaux pas très claires. Nous filons le long de zones industrielles. Face aux pollutions majeures qui défient la chronique, nous avons choisi des pollutions locales. Entre Cévennes et Plateau du Jura, montagnes alpines et pyrénéennes, en passant par le Forez, le Lyonnais, la Charente-Maritime et la Bretagne, nous voulions rendre compte de la densité et de la diversité des rivières françaises. C'est un tour de France en 8 étapes que nous avons accompli. 8 étapes pour rencontrer des acteurs majeurs de ce défi environnemental. 8 atteintes spécifiques au milieu aquatique qui ont conduit des pêcheurs à devenir des sentinelles des rivières. Nous, en tant que sentinelles des rivières, on ne doit pas avoir de complexe par rapport à des intérêts économiques majeurs. Au départ, Dixit, la municipalité de Saint-Étienne, on était des extrémistes écologistes en fait. C'est encore un monde bénévole. Et dans ce monde bénévole, il y a une chose qui est importante, c'est la passion. Première visite. Rencontre avec Gilbert Guillaume de l'association du Gardon forésien. Un arrêt entre deux bretelles de route au milieu de l'agglomération stéphanoise. Au-dessous, le Furan. Une rivière qui ressemble à un canal, un égout à ciel ouvert. Tout est là. Le Furan est une rivière sacrifiée. Elle est enterrée quand son cours aborde la cité et récupère les déchets de la ville. Au moment des pluies, elle se charge de tous les résidus. Elle se transforme en décharge mouvante au gré de son parcours. Les pêcheurs dénoncent cette aberration écologique. Ils semblent les seuls à s'en offusquer. Direction le local de la petite association sur le bord de la Loire. Les 4 membres du bureau ont tenu à nous recevoir, à nous expliquer leur démarche. Comment ils ont convaincu leurs adhérents de les suivre dans leur combat judiciaire. On a 1700, on vend 1700, 1800 cartes, hein. Donc financièrement, ça revient à 1 euro par pêcheur. Quand on leur a montré ça, ils se sont dit, bah oui, c'est peut-être intéressant d'investir 1 euro par pêcheur pour combattre la pollution. Le premier coup d'éclat. Ils intentent une action en justice contre la ville de Saint-Étienne pour manquement à ses obligations de traiter la totalité de ses eaux usées. Une pratique pas courante dans ce milieu de bénévoles. En 2003, on ne savait pas où aller pour déposer plainte. C'est vrai. C'est la première fois que ça nous arrivait, tous les uns les autres. On n'avait jamais déposé une plainte de notre vie. Jamais. Donc il a bien fallu, effectivement, tu te rappelles, on avait téléphoné à ton cousin. La procédure est longue et coûteuse. 7 000 € déjà dépensés en frais juridiques. L'équipe ne s'arrête pas là. L'autre grand fait d'armes, des manifestations. Leurs adhérents bloquent les ponts de la ville. Ils protestent contre les pollutions successives sur la Loire qui entraînent la mort de tonnes de poissons à chaque grande crue du Furan. Au départ, Dixit, la municipalité de Saint-Étienne, on était des extrémistes écologistes en fait. On était considérés comme tels et c'est vrai que les mentalités ont beaucoup changé et même il y a eu des rapprochements, on a eu presque envie de travailler avec nous après, donc on était un peu moins des extrémistes. On s'est rendu compte que la cause était noble et crédible, quoi. Voilà les panneaux ressortis pour l'occasion. On rigole encore du bon coup qui a été fait. La municipalité prend des dispositions. Elle agrandit la station d'épuration. Les coups de gueule et les manifestations ont sans doute pesé dans la décision. Mais le temps semble long pour les pêcheurs. Le Furan reste un égout. On ne rattrape pas 30 ans d'immobilisme. La Loire subit toujours les eaux de son affluent. Donc à chaque pollution de la Loire, en fait, le phénomène qui se produit, c'est une hausse brutale de l'ammoniac, une chute de l'oxygène, il y a l'apparition de nitrites, et ça, c'est radical pour les poissons, ils sont tués sur le coup. Et comme disait Roland, je crois que c'est 40 fois la dose mortelle sur certains produits qu'on a trouvés dans la Loire, sur les analyses où il y avait effectivement 0 en oxygène. Donc on a quelques chiffres suite aux analyses à chaque pollution. Donc par exemple, l'ammoniac. Pour que le poisson vive, il en faut moins de 1 mg par litre. Et bien chaque pollution du Furan, tenez-vous bien, on en avait 21,6 mg par litre. Le plomb, le maximum accepté, c'est 10 microgrammes au litre. Dans la Loire, en aval du Furan, on en a trouvé 28,8 microgrammes. Donc tout ça, ça parle quoi. Les nitrites, pareil. La norme, elle doit être inférieure à 0,3 mg par litre. Dans la Loire, on en comptait 2,4 mg par litre. C'est des chiffres éloquents, quoi. Donc voilà. Donc tout ça, ça provoque un manque d'oxygène. L'oxygène est à 0. Le poisson, il meurt sur le coup, net. Le chantier de la station d'épuration est en cours.
Tout semble long pour les pêcheurs qui ont hâte de voir les travaux s'achever. Donc là, on est au niveau du Furan, à l'entrée de la station d'épuration du Porchon, où sont traitées toutes les eaux de l'agglomération stéphanoise. Et là, on se rend compte que le niveau du Furan a un niveau élevé aujourd'hui, un débit important. Donc la station ne peut pas tout traiter. Donc il y a une partie des eaux qui n'est pas traitée et qui se rejette directement dans la rivière le Furan, sans passer par la station d'épuration. Et vendredi dernier, on a eu un gros orage sur l'agglomération stéphanoise. Là, la station a été bipassée, c'est-à-dire qu'ils ont fermé la vanne et l'ensemble de l'eau a continué sa route, a continué son chemin jusqu'au fleuve Loire sans être traité ni épuré. La mousse, c'est attirant aussi, c'est vrai que c'est sympathique. Mais on voit pas beaucoup de gobage, hein, par contre. Vous pouvez chercher, à mon avis, on ne doit pas en voir beaucoup. Hein. L'eau est froide. Il paraît même, il ne faut pas le dire, parce qu'au niveau des instituts de beauté, ça leur ferait énormément de tort. Il paraît que quand on se rentre dedans, l'épilation est définitive. Définitive. Quand le Furan devient l'un des affluents les plus importants de la Loire, quand son débit dépasse même celui du fleuve, les conséquences sont désastreuses sur le milieu. En cas de forte crue, la station d'épuration, même totalement en fonctionnement, n'aura pas la capacité de traiter l'ensemble des eaux du bassin. C'est l'objectif actuel, là, de discuter justement avec la nouvelle municipalité qui est en place pour qu'il y ait des efforts qui soient consentis, qui soient faits, de nouveaux efforts qui soient faits pour obtenir une eau de meilleure qualité. La petite société de pêche a fait bouger les lignes. Elle s'est mobilisée comme jamais. Les raisons ? Des histoires d'amitié et de passion. Ces hommes occupent désormais une place importante aux côtés des protecteurs de l'environnement, une place qu'ils ont acquis seuls. L'extension de la station d'épuration devrait rendre plus efficace le traitement des eaux usées. Quant à une amélioration de la qualité piscicole du Furan et par extension de cette partie de la Loire, l'avenir est plus incertain. Non loin de là, le Rhône. Ici, on est loin d'une pollution chronique. La pêche commerciale est totalement interdite. La raison ? Le PCB ou pyralène. Certains poissons présentent des taux 10 fois supérieurs aux limites consommables préconisées par l'Organisation mondiale de la santé. Il devient alors extrêmement dangereux pour l'homme. Nous avons rendez-vous avec Didier Bertin, le président du syndicat des pêcheurs professionnels du Haut-Rhône et de la Saône. C'est à 80 km au nord de Lyon. Le PCB a été utilisé de façon massive au sein de l'industrie en tant qu'isolant électrique. Aujourd'hui interdit, il reste des millions de tonnes dispersées dans l'environnement. Ce liquide s'est propagé dans les fleuves et s'est concentré dans les sédiments. La dépollution semble inenvisageable. Une quinzaine de pêcheurs qui vivaient sur le fleuve Rhône ont déjà dû cesser leur activité. L'exploitation de Didier Bertin est encore préservée. Ouais. Sur le lac d'Annecy, c'est 20 tonnes par an, je crois. Puis ils ne sont pas très nombreux, hein, donc... Non, c'est la catastrophe, mais c'est une honte. Une honte quand ces 20 dernières années, l'État a été alerté maintes fois sur les dangers de cette pollution. Le premier qui a demandé des analyses, c'est M. Giroux qui pêche sur Lyon et qui a demandé des analyses à la DSV. Donc c'est complètement... oui, il s'est tiré vraiment une balle dans le pied ce jour-là, quand même. Le PCB résulte d'une pollution historique d'origine industrielle. C'est en les éliminant qu'une usine a rejeté dans le Rhône des tonnes de ce polluant indégradable. Le principal accusé, l'usine Trédi, spécialisée dans le traitement des déchets sensibles en amont de Lyon. Mais d'autres pollueurs existent. C'est cette difficulté qui rend les liens de causalité et de responsabilité très difficiles à établir. Les pollueurs risquent de passer entre les mailles du filet. J'ai un rapport de l'INRA de 1990 qui établit d'une manière tout à fait explicite que le Rhône est pollué à l'aval de Trédi, que les sédiments sont pollués, que les poissons sont pollués, que la consommation est donc interdite. Voilà. Et puis en 96, nous on n'était pas là, hein, dans les années 87-88, en 96, 97, il y a des nouveaux pêcheurs qui souhaitent s'installer et on les laisse s'installer, voilà, et on les laisse vendre leurs produits. Voilà, donc on laisse les gens consommer, les pêcheurs aux lignes recommencent à pêcher et à manger leurs poissons. Voilà, donc depuis des années, les gens reconsomment du poisson. Le PCB a déjà fait ses victimes parmi la profession. La pollution n'est pas limitée à la région lyonnaise. Des arrêtés d'interdiction sur une partie de la Saône, dans la Seine et la Somme, ont été prises. Très récemment, l'interdiction pour certaines espèces a touché le lac Léman, d'Annecy et du Bourget. 850 mesures ont été effectuées et des carottages doivent déterminer les zones les plus contaminées. La zone risque de s'étendre au fil des résultats des analyses. Le 14 septembre 2005, on a interdit sur 30 km de fleuve. On s'est posé la question pendant 2 ans de savoir s'il fallait interdire les 300 km restants à aller à la mer. On a finalement opté pour cette solution
en disant hop, on ferme la pêche, la consommation des poissons sur tout le fleuve Rhône. Et là, depuis août 2007, on n'a pas été analysé encore un poisson dans la mer. Hein. Mais la mer, tout le littoral, ça passe où? Les sédiments, ils ne montent pas au ciel. Et vous-même, aujourd'hui, en fait, quand vous allez au restaurant manger, je sais pas, une anguille et tout ça, vous... Non, mais je ne mange plus de poisson. Vous mangez plus de poisson? Non, voilà, je vous le dis, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est pas bien pour la profession. Je comprends qu'aujourd'hui, les gens... mais je ne vais pas cacher les choses. J'ai envie d'avoir ma conscience propre. Hein. Je ne vais pas cacher... Aujourd'hui, il y a un risque, voilà. Quelle est la situation aujourd'hui? L'État semble avoir pris des mesures. Un comité de pilotage est en place. À l'heure actuelle, des analyses établies par le WWF sur la contamination de certaines populations à risque sont en cours. Du côté des professionnels, on espère encore travailler au bord des rives. On revendique son rôle d'observateur de la nature. Écoutez, on fait tout pour que le métier perdure parce qu'en fait, on est les gardiens. Hein. On a la clé. Hein. On est tous les jours sur la rivière. On voit le premier rejet néfaste. On voit le premier poisson mort c'est inexplicable. On voit les herbes qui meurent. On peut voir plein de choses en étant sur la rivière tous les jours. Parce qu'on voit la dégradation. Quelqu'un qui vient sur une rivière une fois tous les 15 jours ou une fois par mois, il ne va pas se rendre compte qu'il manque telle ou telle espèce ou tel arbre. Je veux dire, il peut se passer plein de choses. Et si vous voulez, notre profession, je pense qu'elle a été un peu préservée à cause de ça. C'est qu'on est là pour surveiller un peu quand même. Ouais. La sentinelle a soulevé un lièvre qui lui échappait totalement et qui échappe même au gouvernement a priori, quoi. C'est un lièvre qui court vite. Hein. Le PCB est un funeste cauchemar écologique aux conséquences économiques sans précédent. Un dossier qui dépasse la communauté des pêcheurs. Cette affaire qui nous a été relatée est sans commune mesure avec le cri d'alerte des pêcheurs du Furan à Saint-Étienne. Le PCB pose des problèmes insolubles. Aux pollutions visibles ont succédé des pollutions diffuses, difficiles à mesurer, difficiles à gérer, tels sont les premiers enseignements. Suite du périple, nous remontons sur le Jura. C'est en principe le lieu des pêcheurs sportifs, des territoires aux rivières mythiques pour la pêche à la mouche. C'est une association agréée de pêche et protection du milieu aquatique qui doit nous accueillir. Elle nous avait évoqué le plateau calcaire au-dessus de la rivière qui rend l'atmosphère humide. Elle ne nous avait pas indiqué que la route était sinueuse le long de l'étroite vallée. Le Dessoubre est large et boueux en ce mois d'avril, conséquence des fortes pluies de la saison. Nous avons rendez-vous à Mèche, c'est un bourg au bord du Doubs, qui lui aussi est en crue. Gérard Mougin et Philippe Coberet tiennent le bureau de l'association. Tout ce qui pleut, tout ce qui tombe, tout ce qui est déversé et épandu sur le bassin versant tombe dans le Dessoubre directement, non épuré, puisqu'on est dans un milieu calcaire. Donc ça n'épure pratiquement pas. Toute l'eau file dans la rivière directement. Des résurgences se forment au milieu des prés quand l'eau est en abondance. Cette géologie singulière rend les rivières particulièrement fragiles. Tout vient d'en haut, du plateau qui est un véritable gruyère de 500 km². À chaque pollution, les algues font leur apparition. Le problème ne date pas d'aujourd'hui. En 1988, ils sont quelques-uns à s'alarmer. Les pêcheurs décident de se mobiliser. Ils lancent une vaste pétition. 13 000 signatures en quelques semaines qu'on a remis au sous-préfet, au président du conseil général. Enfin bon, 13 000 signatures, il y a 30 000 habitants. Hein. Ouais. Donc il y a quand même eu une grosse mobilisation. Ouais. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, ils se sont tous réveillés, nos élus, nos politiques, nos administrateurs, tout ce que vous voulez, les instances de la pêche. Et ils ont fait des tours de table et des études. Des études sur les habitats, sur les micro-invertébrés. On n'a jamais autant analysé le biotope du Dessoubre. Seule conclusion, les 2/3 de la population piscicole ont été détruits. Donc c'est vrai que les études, elles sont claires. Hein. Et c'est pas nous qui le disons, hein, ce sont les scientifiques. Nous ne sommes que des pauvres bénévoles. Oui. Et voilà. Si on avait mis l'argent des études, on aurait pu faire au moins 1 ou 2 stations d'épuration de plus. Les sources de pollution avaient été parfaitement identifiées dès 1988 par les scientifiques du Conseil supérieur de la pêche, désormais l'ONEMA. 20 ans après, les responsables de l'association font le bilan. Lorsqu'ils feuillettent le rapport, certaines situations se sont améliorées. Bilan mitigé. Fonctionne. Là, vous avez Chamzay. Ouais. C'est une station d'épuration qui doit dater, je sais pas, de la Renaissance. Ouais. Et elle est toujours comme ça, celle-là. Or, Chamven, ça n'existe plus.
Alors ça c'est pareil, on balance tout, des batteries de voitures, des bidons d'huile, et puis ça suinte pendant des années et des années. C'est vrai que certaines stations qui sont comme ça là n'existent plus, elles sont vraiment aux normes. Ça c'est terminé. Ça on est content, l'herbe parce que... L'herbe, alors eux ils sont passés à la télé, ils ont eu des plaintes, des procès, mais finalement 20 ans après on y est arrivé. Ah bah ça c'est terminé, la fromagerie Pierrefontaine. Alors là, le fromager, alors eux ils ont vraiment pris les choses en main, ils se sont regroupés, ils ont participé de manière importante. Du côté des pollutions domestiques, une bonne partie a été réglée grâce aux stations d'épuration. Mais dans les années 2000, chamboulement. L'obligation d'élever les cochons sur le territoire pour bénéficier de l'AOC saucisses de Morteau entraîne l'ouverture de porcheries industrielles et avec elles, les cuves à lisier. Des tonnes de lisier. Les volumes correspondent à l'équivalent des déchets produits par la population de Marseille. La seule solution pour s'en débarrasser, l'épandage. Une catastrophe immédiate. Il faut aller voir les hangars à cochons pour constater la situation. Il suffit d'ouvrir une porte, ils sont là, on croise personne, tout est automatisé. Pour finir de comprendre, il suffit alors de suivre la trace. Ah, on voit bien le lisier qui part gentiment dans la nature. Ça, c'est totalement illégal. Vous voyez, il y a des cuves de lisier partout. On est au-dessus des sources du Dessour, en tête de bassin. Rendez-vous un peu plus loin, une cuvette parmi d'autres. Philippe Coberet nous montre une autre pratique pour évacuer les mauvaises eaux. Les bonnes ficelles du passé restent une coutume. Les dolines du plateau font office de bons tuyaux pour évacuer les trop-pleins dans le Dessoubre. D'autres sont plus directes. Pour éviter un épandage, on balance directement le lisier. Il y avait 25 voyages. Il y avait 25 voyages. Hein. 25 voyages. Au moins, parce qu'une tonne à lisier, c'est 1 ou 2 mètres cubes, 3 mètres cubes maximum. Et là, il y avait 100 ou 200 mètres cubes. Et il a été acquitté. Le tribunal a accepté la version de l'agriculteur. Il aurait cassé son essieu. La cuve du tracteur se serait vidée accidentellement. Face au comportement de certains et au développement inexorable des porcheries, la APPMA se remobilise et convoque lors d'une conférence de presse les médias régionaux. Alors la suite de ça, il y a eu des réactions des politiques, réaction des gens de la filière porcine qui disaient mais non c'est pas vrai, on pollue pas, on respecte, on fait attention. Alors depuis qu'on a fait ce cri d'alarme, il doit y avoir 5 ou 6 nouvelles porcheries. Aucune porcherie n'a jamais refusé aux préfectures. Aucune. Il y a des textes de loi qui ne sont pas respectés, donc on pourrait attaquer les autorisations au tribunal administratif, c'est-à-dire attaquer l'autorisation du préfet, puisque c'est le préfet qui autorise les porcheries. Mais bon, on hésite, on le fera sans doute un jour, mais... il nous faut un avocat. Il nous faut un avocat, il faut surtout qu'on soit sûr de réussir, parce que si on gagne, c'est parfait, si on perd, c'est quasiment donner l'autorisation à toutes les porcheries. Alors donc, nous, on ne va pas laisser ça comme ça, c'est pas possible. Donc malgré nos plaintes au tribunal, etc., je pense qu'on va... Mais c'est difficile pour nous, mais je pense qu'on va aller au niveau de l'Europe. Oui. Au niveau de l'Europe, il n'y a pas de raison. L'État a failli, l'État faillit encore, ne fait pas ce qu'il faut, loin de là. Au contraire, ils font l'inverse. Voilà. Le Dessoubre devait arriver à un bon état écologique en 2015. Maintenant, on estime qu'en 2027, ça suffira amplement. Donc d'ici 2027, il sera foutu, il n'y a pas de problème. Parce que déjà là, la population, comme vous l'a dit, a diminué des 2/3. Alors 20 ans de plus, ça sera terminé. Voilà. Des désillusions. La bonne santé du milieu aquatique est-il un choix prioritaire? Ces pêcheurs en doutent fortement. On nous le confirmera par la suite quand, dans certaines mairies de la vallée, on n'ose plus afficher les relevés de la qualité de l'eau. Lorsque la consommation d'eau potable sera déconseillée, la prise de conscience devrait s'accélérer. Et cette fois-ci, le cri d'alerte des pêcheurs sera entendu. Difficile d'imaginer que les montagnes ont soif l'hiver. Difficile de penser que là où les sources naissent, l'eau devient une denrée rare. En cette fin de saison, on regarde plutôt les bons résultats de la période hivernale. La neige est tombée en abondance, la fréquentation a été très satisfaisante. On nous avait dit de prendre une petite route en dessous des Arcs, avec vue sur la Plagne, jusqu'au chalet de Jean-Yves Vallat, le vice-président de la Fédération de Savoie. Les pistes sont encore ouvertes, les canons à neige ne fonctionnent plus, la température est trop élevée. Durant l'hiver, ces artifices indispensables ont pompé dans des rivières alors presque à sec. Heureusement, la loi impose de limiter ces prises d'eau.
Les fabricants de neige de culture raisonnent autrement. L'eau que nous prenons retourne à la rivière, disent-ils. Nous, défenseurs ou sentinelles des rivières, nous estimons que ce raisonnement est fallacieux, n'est pas totalement vrai, puisqu'en fait, ce qui compte, c'est encore une fois la période d'étiage. Nous constatons qu'avec 1/10 de débit réservé, en plein hiver, c'est absolument insuffisant. Puisqu'à ce moment-là, on a un lit mouillé qui est réduit, on a une lame d'eau qui est très très réduite, et il y a risque de prise en gel. Un milieu aquatique ne se gère pas avec des chiffres dans l'absolu. Il faut travailler par bassin versant, par sous-bassin versant, par chevelure hydrographique, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc voilà notre combat. Jean-Yves Vallat veut rappeler que les raisonnements simplistes ne tiennent pas face à la complexité d'une rivière. Dans cette vallée de la Tarentaise qui accueille 350 000 lits touristiques et 50 000 habitants, avec une consommation moyenne de 250 litres d'eau par jour et par habitant, l'impact sur la ressource est astronomique. L'arrivée des niviculteurs, les fabricants de neige artificielle et leurs milliers de canons à neige a considérablement augmenté les prélèvements, car de l'eau, il en faut 16 millions de mètres cubes pour la saison 2006-2007, l'équivalent de la consommation annuelle d'une ville de 320 000 habitants. Il n'y a qu'un cours d'eau en Tarentaise qui a gardé sa valeur piscicole, c'est le cours d'eau de l'eau Rousse dans Lausière. Et comme par hasard en Lausière, il n'y a pas de station de ski. Et donc il faut qu'aujourd'hui on ait des instruments, des outils pour être capable de dire là c'est l'effet du rejet d'eau usée, là c'est l'effet de la perte d'habitat, là c'est l'effet des prélèvements en eau. Donc il y a un chantier énorme et je me demande si on va pouvoir naturellement distinguer, spécifier chacun de ces impacts. Et c'est là en même temps que les niviculteurs jouent sur du velours parce qu'ils nous disent écoutez, nous en termes de prélèvement, en fait on prélève très peu d'eau puisque l'eau revient au cours d'eau et vous nous faites porter le chapeau sur l'ensemble des problèmes. Là, ils ont raison. Donc à nous d'être très crédibles en disant en effet, il ne faut pas victimiser la neige de culture. Il faut la replacer dans un cadre beaucoup plus global de l'aménagement de la montagne. Nous, en tant que sentinelles des rivières, on ne doit pas avoir de complexe par rapport à des intérêts économiques majeurs. La neige à tout prix a un coût sur l'environnement. Les pêcheurs ont beaucoup de mal à faire entendre leur point de vue. Pourtant, au sein de la Fédération de Savoie, on prône un discours basé sur des arguments raisonnés. Jean-Yves Vallat est de ceux-là. Cet homme ne veut pas que les passions prennent le dessus sur un sujet aussi sensible que l'eau et plaide pour une attitude responsable. Il est de ceux qui disent que les milieux aquatiques ont les moyens de se développer si on ne leur fait pas subir des dommages irréversibles. Il est de ceux qui disent que l'alvinage est une triste solution et ne peut être conçu comme une réparation par les pollueurs. Il a pris le leadership de cette nouvelle manière de gérer les cours d'eau. Une gestion patrimoniale de la rivière. Alors c'est vrai que les campagnes d'information qu'on a faites, aussi bien dans la presse, aussi bien dans le cadre des arrêtés préfectoraux, ont marché. C'est-à-dire que le préfet sait très bien que nous avons recueilli des avis, des constats, et que ce qui se passe aujourd'hui en Haute-Tarentaise, eh bien, ça se passe partout. Et donc, notre crédibilité a augmenté. Dans les années 80, lorsque nous commencions un petit peu à alerter, nous passions pour finalement des doux rêveurs et des gens qui étaient pessimistes. Donc là, à ce niveau-là, je suis optimiste. Je me dis que nous allons dans le bon sens. Et je répète, dans les arrêtés, nous avons obtenu des limitations, notamment en termes de prélèvements hivernaux. L'arrêté préfectoral permet désormais de modifier les prélèvements autorisés en cas de trop forte pression sur le milieu aquatique. C'est une première réussite pour la fédération. Pendant 5 ans, il va y avoir des études hydrobiologiques et des études piscicoles qui vont être faites. Et au vu de ces études, c'est écrit dans l'arrêté préfectoral, si l'impact est constaté scientifiquement, eh bien, il est écrit dans un article que les débits réservés pourraient être revus. Une première satisfaction. Les informations des prélèvements permettent une transparence pour argumenter. Un dialogue est enclenché, mais la vigilance ne fait que débuter. Jean-Yves Vallat a conscience des difficultés qui se profilent. Car doit-on attendre que des conflits d'usage plus dramatiques apparaissent? Comme ce fut le cas dans les Hautes-Alpes quand le préfet a dû faire ravitailler des villages lors d'une pénurie d'eau en plein hiver? Ou dans les Pyrénées où des villageois de la vallée de Luz ont été alimentés en bouteilles d'eau pendant plusieurs jours? Le miracle des canons à neige pour répondre aux difficultés d'enneigement a un coût. Les enjeux dépassent le contexte piscicole.
On est dans une civilisation où on est extrêmement prétentieux et où l'on croit que par les solutions techniques, on va résoudre tous les problèmes. N'oublions pas que la neige de culture ou l'industrie du ski, en fait, est une industrie lourde dans le fait qu'elle dépend de deux matières premières, la neige naturelle et aujourd'hui l'eau. Et que ça, c'est incontournable. On n'est pas dans une industrie de haute technologie, de matière grise, où on peut s'abstraire naturellement du contexte naturel. Et ça, je crois qu'il faut revenir toujours à cette idée-là, c'est qu'en fait, on est assujetti à des contraintes naturelles qu'on ne pourra pas transgresser éternellement. « 20% du domaine skiable sont recouverts de neige de culture aujourd'hui. À long terme, l'armada des canons mis en place sur nos massifs ne sauvera pas les stations du manque d'enneigement naturel. Réchauffement climatique oblige. La neige de culture a un coût de fabrication qui est déjà trop lourd pour certaines stations. L'envolée du prix de l'énergie et de l'eau amènera à une impasse financière. C'est ce qu'affirment déjà les pêcheurs de la vallée. Nous filons vers la Lozère, le département le moins peuplé de France, 80 000 habitants, une industrie presque inexistante, un monde agricole de petites exploitations. La pêche de loisirs est une activité majeure pour le développement économique et touristique du département. La fédération de pêche est un acteur incontournable. Les élus régionaux et départementaux l'ont toujours soutenu pour faire de ces cours d'eau des lieux d'exception. Dans un environnement préservé, la fédération est vigilante dans un contexte où les atteintes aux milieux restent peu perceptibles. Le statut de fédération de protection des milieux aquatiques est mis en avant. C'est le cas lors de nouveaux ouvrages routiers, où les aménageurs la sollicitent pour intégrer les problématiques de la vie piscicole. Tout n'est pas idyllique, toutefois. L'extension d'un golfe, par exemple. Les aménagements pour protéger la rivière sont inexistants. Depuis le premier coup de pelle en 2004, 12 atteintes aux milieux aquatiques ont été relevées par constat d'huissier. On n'a pas tenu compte de la configuration argileuse des lieux. La fédération avait alerté, mais la puissance publique avait fait son choix. Dans un contexte sans pollution majeure, le nombre de contentieux reste néanmoins significatif. En termes de contentieux, petite pollution du Lot, là, à 500 mètres au-dessus, par Veolia, elle a été condamnée en correctionnel, elle a fait appel, elle a été condamnée en appel, pour une toute petite pollution. C'est monté en cassation, elle a été condamnée en cassation. Et elle a payé, elle vient de payer. Donc on arrive quand même, parce que Veolia, c'est quand même... C'est une entreprise mondiale, quoi. Donc, une petite fédération de pêche de Lozère, la plus petite fédération de France, arrive quand même à... Après, je ne dis pas que sur des problématiques comme la construction du barrage Puylaurent, là, on s'est cassé la gueule parce qu'on s'est heurté à quelque chose qui nous dépassait un peu, quoi. Une puissance qui... On a eu des problématiques aussi avec la Cogema, donc qui gérait les mines d'uranium aussi, là. Alors, je ne sais plus qu'est-ce que ça va être maintenant, Areva, non? Je pense que ça va être. Donc là aussi, on s'est cassé la gueule, hein, parce que la puissance nous a dépassé, quoi. La structure a su développer une expertise. Elle a cartographié l'ensemble du territoire. Chaque mètre carré est ainsi répertorié et numérisé. L'objectif est de répondre en amont à toutes les problématiques de pollution. On reçoit ce matin ce courrier d'un monsieur de la commune de Saint-Symphorien, donc sur Lens, là-haut, carrément au nord-est du département, qui nous sollicite pour qu'on lui indique les démarches à effectuer dans le cadre de travaux qu'il souhaite réaliser sur son cours d'eau. Alors ça, il y a 25 ans de ça, le gars, il ne se posait pas de questions, il prenait une pelle mécanique et il rectifiait le cours d'eau. Donc en fait, là, la première chose que je vais faire, donc, notamment par rapport à mon outil schéma, c'est que donc, je vous ai montré la partie cartographie, mais on a également aussi une partie, on va dire, base de données. La base de données est un outil précieux quand chaque ouvrage, chaque aménagement naturel, chaque réseau hydrologique est ainsi répertorié. Chaque impact sur les cours d'eau a été compilé. Donc là, ouais, la première chose qu'on fera, c'est qu'on prendra rendez-vous avec ce monsieur le plus rapidement possible et on ira voir sur site un peu les propositions qu'on peut lui faire. Vis-à-vis du grand public et tout, moi je le vois quand je vais dans des réunions de partout, on est la fédération des pêcheurs. Donc c'est les pêcheurs à la ligne qui sont assis au bord des cours d'eau et donc en fait on est perçu comme une association un peu dilettante, quoi. Quand on rentre dans le détail des actions qu'on peut mener, on surprend beaucoup de monde. Quand on dit qu'à la Fédé, parfois on est jusqu'à 25 employés, on surprend beaucoup de monde, quoi.
Quand on dit qu'on a un pôle environnemental, qu'on a un pôle animation, qu'on a des techniciens dans les piscicultures, on surprend pas mal. Ah, vous faites tout ça. Par exemple, à la région, on a participé sur les 18 derniers mois là, au schéma régional de la biodiversité. On est descendu à Montpellier là, on va faire les réunions et dire nous, en Lozère, on n'a pas véritablement de problématique parce que ce qui les intéresse là-bas, c'est l'arc méditerranéen, quoi, plutôt. Et nous, on est plutôt tourné ici, soit sur la Loire ou soit sur la Garonne. Donc, ils nous disaient, vous, la Lozère, non, nous, en Lozère, on a des soucis et on veut. Donc, on essaie d'intégrer des problématiques dans ce schéma, quoi. Et c'est toujours ça, quoi. Ça mobilise énormément de temps. Et puis moi, je suis convaincu, en tant que secrétaire général de la Fédération de pêche, je pense que le conseil d'administration, Alain Bertrand, le président, est dans la même démarche. C'est que la protection des milieux, c'est un peu l'avenir, quoi. Ça sera un peu notre vitrine. Alors on a intérêt d'avoir des pêcheurs, effectivement, pour faire tourner le moulin tous les mois. Et pour justement faire des actions pour le milieu naturel qui, au final, favoriseront la pratique de la pêche, quoi. Le message, il est un peu là, quoi. Si on arrivait à faire prendre conscience, peut-être on retrouverait des pêcheurs. C'est pour ça que je ne suis pas pêcheur, mais que chaque année, je prends ma carte de pêche. La place prise par la fédération locale dans le développement économique du territoire est aujourd'hui acquise. Néanmoins, aurait-elle eu une autre écoute face à des pollutions d'une autre dimension, telles que le PCB ? Aurait-elle mieux été entendue si elle était confrontée aux enjeux des canons à neige? On en doute. Les fédérations de pêche restent sous-dimensionnées face à des situations aux impacts plus conséquents. C'est une autre leçon de notre périple. Dans chaque lieu, sur chaque territoire, les sociétés de pêche sont confrontées à des problématiques singulières. Les enjeux ne sont jamais les mêmes. Nous nous dirigeons vers un autre coin de France, la vallée d'Aspe et sa maudite route, la nationale 134 entre France et Espagne. En 2007, c'est le 15e accident de poids lourd depuis l'ouverture du tunnel du Somport, l'unique accès pour des centaines de transporteurs. Chaque jour, plus de 200 camions passent par cette route de montagne. Les transports de matières dangereuses, dont un tiers présentent la plus forte toxicité, sont un danger permanent pour la rivière de la vallée d'Aspe et sa continuité formée par le gave d'Oloron. Nous avons rendez-vous avec le technicien de la Fédération des Pyrénées-Atlantiques sur l'une des zones les plus dangereuses pour les camionneurs. Là, on est dans la zone intermédiaire. On est à peu près au milieu du tronçon qui a été vraiment touché fortement. Tous les poissons ont été brûlés, on les voyait sauter sur les bordures pour essayer de s'échapper. Mais c'est une pollution peu rémanente, c'est-à-dire que les produits, une fois dilués, la pollution est passée, il n'y a plus rien dans les sédiments, il ne reste rien. La fédération s'est portée partie civile, comme à chaque fois, pour dégradation du milieu aquatique. Bon, on vient de voir passer un camion citerne, c'est un camion de transport dangereux. Et ça, il en passe quand même, il passe à peu près autant de transport dangereux que de transport de maïs. Depuis donc 2003, c'est 15 camions qui sont partis dans le gave d'Aspe et il y en a à peu près 60% à ce niveau. La première grande affaire date de 1982. Une citerne de 26 000 litres de bitume tombe dans le gave. 1500 s'en échappent. 5 km de rivière entièrement contaminée. Pas de procès cette fois-ci. Règlement à l'amiable, à la clé, 450 000 francs de dommages et intérêts. Yves Agier, le premier à avoir bataillé dans ces affaires juridiques, et l'actuel président Jacques Maisonnave se connaissent bien. Ils ont réuni autour d'eux une équipe de bénévoles et de professionnels, des Béarnais et des Basques qui avaient envie d'agir ensemble. Il est difficile d'énumérer la totalité des contentieux qu'ils ont initiés dans les diverses juridictions. Il y a plusieurs plaintes et dépôts de partie civile. Il y a des affaires en appel. En cassation, on n'en a pas? Non, pas en cassation. Non. Après, au tribunal administratif aussi, on a le problème de la pollution de la mouscle à partir de la décharge de Lourdes. Voilà. Et en règle générale, on a à peu près une quinzaine d'affaires qui sont toujours devant les tribunaux, voilà. En contentieux, disons ce qu'on va dire. Voilà. Je crois qu'au début, on ne se rendait pas compte de la charge de travail que ça allait représenter et de l'implication que nous devions avoir là-dedans. Et on s'est rendu compte que de plus en plus, on devait aller de plus en plus loin.
Si on voulait être logique et crédible, on a fait un bout du chemin, on continue, on va jusqu'au bout. Et alors ça nous amène à aller vers des experts, ça nous amène à être de plus en plus pointus partout. On est dans les années 80. À partir de leurs sociétés de pêche respectives, ils agissent sur le terrain et intentent des actions en justice. Ils font valoir leurs droits de protecteurs de la nature. Les deux hommes veulent aller plus loin. Ils décident d'appliquer leur méthode de travail à l'ensemble du département. Pour y parvenir, ils prennent le pouvoir à la fédération. On est des bénévoles, on n'est pas payés. Hein. On peut dire merde à tout le monde. Hein. Même à l'époque, on nous disait non, un avocat ça coûte cher, vous vous rendez compte, avec les moyens qu'on a. Honnêtement, l'avocat ne nous coûte pas cher, hein, ça nous rapporte de l'argent de faire des procès, jusqu'à 40 000 € par an. Hein. Bon, c'est pas le but, hein, on n'est pas là pour gagner de l'argent. Et alors on s'est rendu compte que finalement on pêchait parce qu'on avait des complexes. Et on a dit, ce qu'on a fait à tous les niveaux et à l'échelon local, on va le faire à l'échelon départemental en intégrant les présidents de la PPMA. Et le gros travail dans le premier mandat, ça a été de les convaincre, hein, de leur montrer l'utilité de la chose. Tous ne le concevaient pas. Hein. Et on leur a dit, il faut faire le sale boulot, on est prêt à le faire. Et là, vous mettez en dehors. Cependant, quand même, on leur disait, à tout moment, si vous voulez intervenir, hein, c'est en coopération qu'on fait ça. Hein. La position d'un président de ces petites associations de pêche, les APPMA, est délicate. C'est simple à comprendre. Sur chaque partie de la rivière, il doit convaincre les propriétaires de leur donner le droit de pêche, les fameux baux. Et en même temps, ils sont susceptibles de les attaquer en cas de pollution. Une position souvent intenable. À partir de là, j'ai défendu le thème de dire les baux de pêche c'est une chose, mais le jour où il n'y a plus rien dans la rivière, les baux de pêche ne servent plus à rien. Donc je pense que c'est les faux problèmes. Et à partir du moment où on est clair et qu'on est dans notre droit, il n'y a aucun problème. La Fédération du 64 a pris à bras-le-corps sa nouvelle mission. Un avocat à son service, une secrétaire qui s'est spécialisée dans les affaires judiciaires, des bénévoles à mi-temps pour éplucher les dossiers. Elle est même devenue aujourd'hui le recours pour suppléer aux pouvoirs politiques locaux. Les maires sont venus me chercher pour avoir l'appui des pêcheurs. C'est-à-dire qu'eux n'ont pas voulu porter plainte. Alors, quand on dit la conscience écologique, c'est vrai. Mais c'est quand même superficiel. Il manque le courage écologique. Voilà. Que la conscience existe, il manque le courage écologique. Que de chemin parcouru. En 20 ans, l'association s'est construite une véritable identité. Il a fallu convaincre, passer quelquefois en force, s'organiser autrement, s'ouvrir aux autres acteurs de l'environnement, rencontrer les décideurs institutionnels, affirmer ses convictions et changer les hommes. Très honnêtement, j'ai connu une époque où les fédérations, c'était Jurassic Park. Il y avait des grands dinosaures. Et moi, j'étais petit trublion, toi encore plus que moi, qui rentrait là-dedans pour secouer les vénérables vieillards Kakoshim. Moi, j'ai pas changé. Et toi, t'as pas changé, t'es toujours un trublion. Mais il y a des gamins de 70 ans hein, chez nous, hein, bon. Et il y a des vieux de 30 ans. Alors non, mais tant qu'on fonctionne en équipe, ça ira. Si l'équipe éclate, je ne sais pas ce que peut venir, elle deviendra une fédération, il y en a, peut-être, je ne sais pas, banale, dans lequel on fait les affaires courantes, on organise des concours de pêche, et puis voilà, quoi, et on laisse faire les choses. L'équipe amenée par Jacques Maisonnave a fait bouger les lignes. Mais l'ampleur de la tâche pourrait sembler disproportionnée. En traversant la France, on relit nos notes. Le tableau de la qualité des eaux dans l'Hexagone est sombre. On estime à seulement 20% la proportion du réseau fluvial en bonne santé. Autre source d'inquiétude, la concentration dans les eaux de surface de pesticides, de nitrates, de phosphore, d'hydrocarbures, de métaux lourds reste à des niveaux inquiétants. Nous arrivons en Charente-Maritime. C'est une toute autre problématique qu'on croyait réservée aux régions sèches et arides qui nous attend. En été, il n'y a plus d'eau dans les rivières. Comment en est-on arrivé à cette situation si absurde? C'est simple, durant la saison estivale, 80% de la ressource en eau est consommée par les agriculteurs. Les consommateurs et l'industrie se partagent les 20% restants. En cause, l'irrigation du maïs, une plante venue d'Amérique centrale, gourmande d'eau et de soleil. La demande est affolante. Pour arroser les 65 000 hectares, on a besoin d'environ 2000 mètres cubes à l'hectare. Le département ne peut satisfaire ce colossal besoin.
Je me rappelle quand je disais à mes collègues, moi, mais j'ai plus d'eau chez moi l'été, ils étaient loin de s'imaginer que plus d'eau, ça voulait dire plus d'eau du tout dans une rivière. Ils étaient loin de s'imaginer ça. À force d'en parler, ils sont conscients d'amener des images, effectivement. Voilà. Alors, là, c'est pareil, je ne veux pas être pessimiste, moi, parce que si sur 2200 km, il y en a 1000 de sinistrés, ça veut dire aussi qu'il y en a 1200 qui restent en état et qu'on fait vivre. Hein, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Que les gens ne se disent pas, oh, ben, la Charente-Maritime, il n'y a pas une goutte d'eau. Non, il ne faut pas exagérer non plus. Ce que je veux dire, c'est inadmissible de perdre 50% de son terrain d'exploitation en termes d'activité. Aujourd'hui, on connaît une situation catastrophique qui est l'assèchement. Quand on a une rivière, j'ai avec moi quelques photos, hein, quand on a une rivière comme ça, qui, dit vulgairement, est une piste à 4x4, hein, les poissons, il y a un moment qu'on n'en voit plus sur ces secteurs-là. Et même des fois, l'assèchement, il intervient très brutalement. Et ici, toutes les petites taches blanches qu'on voit, c'est des poissons, quoi. Pour avoir connu cette mortalité-là, personnellement, on revient le soir en pleurant et attristé, désabusé. Donc c'est assez difficile de connaître ça sur le terrain. Les tensions sont vives entre agriculteurs et défenseurs de l'environnement. La Fédération interpelle les pouvoirs publics et prend l'initiative de réunir un large mouvement citoyen regroupant une trentaine d'associations. Avec toutes ces associations qui sont fédérées, finalement, c'est 200 à 300 000 personnes qui sont regroupées au sein de Cargo. Donc, juste après cette mise en place, donc au cours de 2005-2006, d'emblée, on a fait des propositions très concrètes, des priorités à mettre en place. Et ensuite, on a été beaucoup plus finement, beaucoup plus techniquement dans les propositions, en mêlant toutes les compétences des uns des autres, donc hydrogéologues, hydrobiologistes, techniciens, mais aussi un avis de consommateur, un avis d'agriculteur, pour avoir quelque chose de solide et de pertinent. Déranger, c'est aller voir les irrigants, même si on n'est, j'allais dire, pas en conflit ouvert avec eux, c'est aller voir leurs responsables et leur dire « Attendez, là, ça paraît pas sérieux votre truc, ce n'est pas sérieux votre truc », d'aller dans le dialogue. Et puis vis-à-vis de l'administration, c'est leur dire « Je suis désolé, si vous voulez atteindre un objectif, ça a été le cas cette année, si vous voulez atteindre l'objectif 2013, il va falloir que vous nous mettiez en place, effectivement, un échéancier pour dire, si on veut arriver à telle limitation, dès aujourd'hui, il faut programmer cette limitation à tant cette année, tant l'an prochain, etc. Ça a été fait depuis l'an dernier. Mais si je ne devais pas croire à ces objectifs-là, je ne passerais pas tout mon temps de bénévole à me battre pour ça. Donc je crois forcément qu'à un moment, on va bien retrouver la raison, parce que de toute façon, les événements vont nous y pousser. La guerre de l'eau, c'est peut-être pas un vain mot. Il va falloir qu'on y arrive, qu'on le veuille ou non. 2013, j'espère qu'on aura fait un grand pas, et qu'entre 2013 et 2015, application de la directive cadre européenne, on va pouvoir affiner pour avoir atteint notre objectif au moins en 2015. Aujourd'hui, on est mi-avril, on a une rivière qui fonctionne très bien au point de vue hydraulique. Au point de vue fonctionnement piscicole, c'est pareil, on a des petites zones d'écoulement, de plat, une eau fraîche, une eau oxygénée. On est sur une rivière de première catégorie, donc là, quelque chose de très très satisfaisant, où tous les poissons, et notamment la truite, y trouvent son compte. Et on est là, ici, sur une rivière qui, dès la mi-juin, est fortement affectée et assèche. Au mois de juillet, ici, c'est une piste VTT. On n'a plus d'eau du tout. Bien sûr, on n'a plus de poissons. On a une piste. À chaud, la première réaction, ça pourrait se dire c'est catastrophique. On peut se lamenter, se disant voilà, tout ce qu'on fait, ça sert à rien. On peut en mettre du poisson, de toute façon, il est perdu. On peut mettre en place des frayères, etc. Faire des travaux, mobiliser des gens. De toute façon, c'est voué à disparaître, puisque systématiquement, fatalement, on ira vers l'assèchement et donc, du coup, la disparition de ce genre de choses. Mais je vous ai dit, le pêcheur, il est optimiste. On ne va pas mourir sans se débattre. Il faut absolument qu'on avance, on n'a pas le choix, on va mettre en place des choses, on fait des actions, on bouge des personnes, on fait des travaux, les fédérations de pêche, on a aussi la protection des milieux aquatiques, c'est nos missions, c'est nos convictions, on y croit.
Ben, la pêche a quelque chose de bien. C'est que c'est encore un monde bénévole qui s'est entouré de professionnels. C'est encore un monde bénévole. Et dans ce monde bénévole, il y a une chose qui est importante, c'est la passion. C'est l'envie de faire. C'est l'engagement citoyen. Ça fait partie des choses très fortes et des valeurs que je voudrais défendre. Parce qu'on a besoin effectivement de gens encore passionnés sur cette terre. Tout n'est pas foutu, loin de là. Mais il faut effectivement qu'on se prenne en charge parce que les responsabilités, c'est à nous de les assumer. Optimisme, patience, opiniâtreté, 3 qualités chez le pêcheur. C'est l'un des enseignements de ce voyage. On pourrait dire qu'il est aussi tenace. Il sait qu'il a la loi avec lui et surtout la législation européenne. Il est stipulé que la France doit atteindre en 2015 le bon état écologique de ses rivières. Certes, des dérogations et des reports peuvent être envisagés. On l'a appris lors de notre première étape dans le Deux-Soubres. En arrivant presque au terme de notre voyage, nous avons la conviction que le modeste pêcheur est tellement lié à sa rivière qu'il arrivera à ses fins car il est au cœur des équilibres écologiques. Ultime étape, la Bretagne. Nous sommes dans la voiture de Jean-Yves Kermarec, l'un des ténors du mouvement contre les pratiques des éleveurs de porcs. Dans les années 80, le secrétaire général de l'APPMA de l'Elorn est au premier plan. Il est de toutes les batailles pour dénoncer les dangers des élevages intensifs. Les rivières, les nappes phréatiques sont dans une situation alarmante. Les algues vertes envahissent les plages bretonnes, il n'est plus question de boire de l'eau du robinet. Ce passionné de la pêche au saumon alerte l'opinion publique, réunit les journalistes, intente des actions en justice au niveau national et européen. Une bataille rude, violente, passionnée. Ils sont super aux normes, les mecs. Mais j'ai la faiblesse de penser qu'on y est pour quelque chose. Ils vous connaissent tous? Ah bien sûr. Bah oui, en général, on a tous eu... En général, ils ont tous passé au tribunal. Vous êtes invité au mariage, au baptême ou pas? Ah, certains collègues, ouais. Ça arrive. Moi, pas trop. Nous sommes venus ici pour toute autre chose, pour l'artificialisation des territoires. En France, c'est 160 hectares par jour de terre et de bois qui disparaissent au profit d'habitations, de zones commerciales ou industrielles et d'infrastructures de transport. Les activités étouffent la campagne. La Bretagne est d'autant plus touchée qu'il n'existe pas de concentration urbaine importante. L'étalement de nouvelles zones artisanales et d'habitation est d'autant plus favorisé. Toutes les parcelles que je vous montre là vont disparaître sous les bâtiments industriels. Regardez, tout ça, ça va partir en sucette partout. On va rejoindre la zone industrielle du bord de route avec celle-ci. Et on nous dit que l'économie ne marche pas. Alors qu'est-ce que ça serait si ça marchait? Je me paume tellement il y a des routes. Je me paume tellement il y a des routes. C'est pour vous dire. Bon, on va retourner sur Cisin. Dans le Finistère, 500 000 nouveaux habitants sont annoncés d'ici 2030. L'accroissement des lotissements est un problème majeur. Cet étalement urbain imperméabilise les sols par le bitume et le béton. L'infiltration est limitée dans le sous-sol, tout ruisselle dans les rivières, augmentant les risques de pollution et les risques d'inondation. Vous voyez un peu la surface de territoire qui est en train d'être artificialisée entre les autoroutes, les routes, les rocades, les déviations qu'on vient d'emprunter, les lotissements. Ça devient énorme, quoi. C'est des dizaines, c'est des centaines d'hectares, des milliers d'hectares à l'échelle d'une petite vallée comme la vallée de l'Elorn, qui vont être artificialisés dans les années qui viennent. La technique n'a pas réponse à tous les problèmes que l'on crée. Donc il y aura des conséquences négatives inévitables. Vous, petit APPMA, vous pouvez lutter contre ça? Ah ben nous, tout seul, on ne peut pas. Tout ce qu'on peut faire là, à ce niveau-là, c'est d'alerter les médias, c'est de sensibiliser les gens, la population, les élus, pour dire il va falloir économiser l'espace. On ne va pas pouvoir continuer comme ça. Et vous pensez que si vous n'aviez pas été pêcheur, vous auriez été aussi combatif ou pas? Non, non, j'aurais pas fait ce combat-là. Les racines, c'est la pêche, c'est clair, c'est net. Et c'est la truite et c'est le saumon. Ah non, non, je ne ferai pas ça. Quand on est sensible à ça, ça fait mal, quoi, même physiquement. C'est pas fou de la santé en l'air de voir un pays qui part en brioche comme ça. Moi, ça me prend au trip. Et, bon, de temps en temps, on voit des exemples positifs, alors il faut aussi en parler, quoi. Malheureusement, on voit plus d'exemples négatifs. La grande différence entre les années 80 et aujourd'hui est dans l'accès à l'information.
Jean-Yves Kermarek confie que nous étions dans le doute, que nous avions peu de données sur les niveaux de pollution. De nos jours, tout le monde a accès à la connaissance, des rapports existent et des bureaux d'études préconisent des solutions. Les décisions relèvent désormais de choix politiques globaux. Les pêcheurs qui sont à la pointe des combats un peu partout ne mènent pas au sein des APPMA les combats qu'elles devraient mener. Combien d'APP font véritablement des procès alors qu'elles ont la possibilité de le faire? Nous, on en fait entre 8 et 12 par an dans notre APPMA. Et je sais que si chaque association de pêche du département en faisait autant, mais on bloquerait complètement le système. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est une minorité. On a des collègues qui font la même chose, par exemple sur le Trieux, sur le Léguerre. On a quelques APPMA comme ça très dynamiques. Mais la plupart des APPMA n'ont pas compris que si elles faisaient fonctionner la prérogative et la possibilité d'ester en justice comme la loi leur prévoit, et c'est leur statut, qu'elles représentent une force importante. Parce que ces sociétés de pêche ont quand même, en règle générale, pas mal de moyens par rapport à des petites associations de protection de la nature qui ont peu d'adhérents. Et c'est ça le drame. Et les fédérations ne les aident pas toujours ou ne s'organisent pas toujours suffisamment pour mener ce combat juridique. Une immense maquette de la Bretagne d'antan trône dans les locaux de la société de pêche. On y voit un bocage, des villages disséminés dans la campagne, des haies bien ordonnées, la rivière de l'Élorne. C'était un temps où les présidents de ces petites sociétés de pêche n'avaient pas tous ces défis à relever. Jamais, au départ de ce voyage, nous n'aurions imaginé l'implication des pêcheurs du bord de l'eau dans les enjeux environnementaux de ce siècle. Mais dans les années 70, c'était un égout à ciel ouvert. Tous les abattoirs, les tanneries, tout crachait dans la rivière en dessous de l'Andivisio. On ne pouvait même pas manger une truite. Aujourd'hui, le saumon, la truite se reproduisent en aval de l'Andivisio, depuis une vingtaine d'années. Alors que quand on a pris la rivière dans les années 70, ils ne se reproduisaient plus. Ou avec beaucoup de difficultés.